Vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur LCP, la chaîne qui, dit-on, voit la politique en grand. Nous voilà de retour, nouvelle saison, nouvelle série, nouvelle émission, c'est Politique, avec un S à la fin, s'il vous plaît, et c'est le numéro 2. Politique avec un S à la fin, c'est une émission en 2 temps, et beaucoup de mouvements. Premier temps, un invité, en l'occurrence, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Claude Guéant, mais oui, ancien préfet, ancien patron de la police, ancien ministre de l'Intérieur, et peut-être bientôt avocat, si j'ai bien compris. Je suis ravi de vous recevoir, vous avez plein de choses à nous dire en cette période compliquée que vit notre pays. Deuxième temps, un débat vif, très vif, avec Olivier Bobineau, sociologue des religions, Amel Boubaker, chercheuse à l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l'islam politique, puisque évidemment on va parler d'islam politique et de terrorisme et des intégrismes musulmans, etc. Et Luc Caprioli, un de vos anciens collaborateurs, je crois, ancien directeur chargé de la lutte contre le terrorisme à la DST, c'est ça, et Abdelhak Edouk, aumônier musulman à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Alors j'ai parlé de mouvements, hein. Ce sont les vôtres, les mouvements, ceux de nos amis internautes d'Europe 1, notre nouveau partenaire, qui sont invités à réagir toute la semaine sur la page Facebook d'Europe 1, et aussi ceux d'une espèce rare, nouvelle, et qui se reproduit beaucoup, une tribu, comme ça, les Moituites. Les Moituites qui m'interpellent sur Twitter grâce au hashtag Moituites. Alors voilà, un certain terrorisme islamiste, ces jours-ci, nous a frappé au visage, bouleversé la conscience républicaine. Arrestation musclée, un mort, 12 gardes à vue, je crois 7 relâchés, mis en examen et 5 relâchés, une cellule qualifiée d'extrêmement dangereuse par le procureur de Paris, démantelée, des cages d'explosifs découvertes, une communauté juive, plus qu'inquiète, et même son président qui rapprochait l'islamisme radical et le nazisme. Ce qui fait bien sûr beaucoup réagir nos internautes et les Moituiteurs et nos amis d'Europe 1. Les réseaux dormants, comme on dit, vont-ils tous se réveiller, sortir de leur tanière et terrifier la France? Comment lutter avant qu'il ne soit trop tard? Et contre qui? Affaire Mera, on se souvient des petits innocents sacrifiés à la folie de ceux qui privatisent Dieu à leur profit. Qui sont ces terroristes d'une espèce nouvelle, ceux de 2012, espèce nouvelle, vous me direz, je ne sais pas. Tous français, d'après ce que j'ai compris, tous souvent des convertis à l'islam, on veut y voir plus clair, on veut comprendre, on y va, et j'ai tout de suite rendez-vous avec Claude Guéant. Donc je suis ravi de vous recevoir, on va évidemment parler avec l'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes, de ce qui se passe en ce moment. Mais avant tout, alors, si vous voulez, pour détendre l'atmosphère, avant tout, une question d'actualité moins explosive, moins dangereuse. Vous avez annoncé hier votre soutien à François Fillon. Bon, alors c'est moins grave de parler de ça, c'est moins dangereux. Enfin, quand même. C'est important pour la France. C'est important pour la France. D'accord. Car il est, dites-vous, je vous cite, plus rassembleur que Jean-François Copé. Ça veut dire que Jean-François Copé divise ? Il ne vous aura pas échappé, Serge Moretti, vous qui êtes un observateur tellement attentif de la vie politique, que pour gagner les élections, il faut une majorité. Oh ça, c'est une révélation. C'est dingue, je suis ravi de vous recevoir. Voilà. Mais il faut un ancien ministre de l'Intérieur pour révéler ça. Il est très important, par conséquent, de susciter le plus de ralliement possible au sein de sa propre famille, bien sûr, c'est-à-dire l'UMP, mais aussi au centre, c'est-à-dire aussi auprès de ceux qui, déçus par les partis des gouvernements, se tournent vers le Front National, même s'ils n'ont rien d'extrémiste, de se tourner aussi vers les électeurs, vers les électeurs de gauche qui pourraient être déçus par le mandat de François Hollande, puisque un certain nombre d'entre eux se montrent déjà déçus. Et je crois à cet égard que la personnalité de François Fillon, la façon qu'il a de dire les choses, est plus rassembleuse et par conséquent, pour l'avenir, dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy ne reviendrait pas à la vie politique, cauchemar. Pour nous, cauchemar pour vous, non? Bonheur. Bonheur, bien sûr. Non, qu'il revienne, ce serait un bonheur. Je me disais, alors, mais vous connaissant, je pensais que le cauchemar, pour vous, c'était son retour. Enfin, vous me faites un procès d'intention, monsieur le ministre de l'Intérieur, là. Non, mais pour l'hypothèse où il ne reviendrait pas, je pense que François Fillon, dans la perspective des prochaines élections présidentielles, serait un meilleur candidat, plus susceptible... Candidat à la présidence. À la présidence, plus susceptible de gagner, et ça me semble important. Donc il vous a fait des confidences. Fillon y pense le matin en se rasant.
Je ne suis pas sûr qu'il ait les mêmes pratiques. Il ne se rase pas. Ici, lui se rase. Le président de la République se rase moins, comme vous voyez. Mais chacun sait que, pour l'hypothèse où Nicolas Sarkozy ne serait pas candidat de nouveau, François Fillon, comme Jean-François Copé, sont désireux d'être candidats. Donc, ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Bon. C'est un secret pour personne. Mais vous qui êtes si proche de Sarkozy, vous savez bien que Sarkozy va revenir, c'est ça? Mais non, moi, je ne le sais pas du tout. Très franchement, aujourd'hui, il se tient au-dessus de la mêlée, à l'écart de la vie politicienne. Il se tient très informé de ce qui se passe, bien entendu. On ne peut pas avoir été président de la République et puis laisser tomber la France, c'est pas possible. Mais cela étant, je ne sais pas du tout s'il sera candidat. Moi, je l'espérerais, pour ma part. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, parce que quand je pèse les choses, je vois des éléments qui sont pour, des éléments qui sont contre, donc nous verrons bien. Ouais, il y a un truc qui m'étonne. Enfin, mais il faut se préparer toutes les hypothèses. Même les pires. La gauche revient. Oui, elle gagne. Il n'empêche que la gauche ne veut pas supprimer les élections, quand même. Hein. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Là, vous marquez un point. Il faut marquer un point. Mais cet engagement pour François Fillon, je vais vous dire franchement, m'a étonné de votre part. C'est marrant. Hein. On se fait de vous une image comme ça. On se dit qu'au fond, vous qui avez soutenu les propos de François Fillon, enfin de Jean-François Copé, hein, le racisme anti-blanc, le pain au chocolat, vous savez, le fameux pain au chocolat qui divise la France follement. Non, je n'ai pas soutenu. Non, laissez-moi vous dire. J'ai dit que cela existait, mais que j'aurais préféré que ces problèmes très réels de notre société, et vous y avez même fait allusion dans l'introduction de votre émission, Serge Moretti, soient mis sur la table et que l'on essaye de trouver des réponses à ces problèmes réels. Sans diviser la communauté. De façon sereine, indépendamment, en dehors d'une campagne pour la présidence de l'UMP. Oui, le moment va venir, parce que tout ça, vous l'avez dit très justement, hein, vous avez dit qu'il y avait un certain nombre de choses qui se passaient, qui interpellaient la conscience républicaine. Je vous rejoins complètement. Mais je dirais même qu'il y a des choses qui se passent qui interpellent la conscience humaine. Hein, je lisais ce matin dans la presse un article terrifiant sur ce que nous savons bien, mais c'est bien que des confrères journalistes l'écrivent, à savoir qu'au Mali, et photo à l'appui, on coupe des pieds, on coupe des jambes, on bat des gens dans la rue parce qu'ils ne sont pas au bon moment, là où ils devraient être, etc. Ce sont des sujets qui sont extrêmement préoccupants. Évidemment, nous ne sommes pas à ce point en France, mais ceci dit, la menace terroriste est aussi une menace barbare. Évidemment, et il ne faut pas diviser le pays là-dessus. Il faut unir le pays, bien sûr, unir le pays contre cette menace, et j'irai même plus loin, et ça a été l'un de mes combats quand j'étais ministre de l'Intérieur, il faut unir le pays autour de valeurs, des valeurs de la République. Et Fillon vous paraît plus en mesure de le faire? Je dis, non, je n'ai pas dit ça, je ne vais pas dire que Jean-François Copé n'est pas un adepte des valeurs républicaines. Je dis que François Fillon est plus rassembleur. Venons-en à ce climat d'insécurité, vous l'avez introduit vous-même, hein, ce climat qui blesse la conscience républicaine, comme nous le disons ensemble, et qui alimente évidemment tous les débats. C'est ainsi, je voudrais savoir ce que pense le ministère de l'Intérieur que vous êtes. Y a-il, l'ancien ministre de l'Intérieur, oui, certes. J'ai fait un cauchemar. On est toujours ministre de l'Intérieur. Et que votre rêve était réenchanté. Vous voyez. Oui, mais c'est ça, vous me connaissez tellement bien. Y a-t-il, selon vous, une radicalisation du radicalisme musulman, pas musulman, mais islamiste en France? Radicalisation dans la radicalisation. Il y a ce que j'appelle un extrémisme islamiste qui est présent en France depuis longtemps. Vous faisiez allusion tout à l'heure à mon passé. J'ai été directeur général de la police nationale de 1994 à 1998. J'ai eu à gérer la crise des attentats. Le RER Absolument. Et nous en avons eu 7 ou 8, avec d'énormes difficultés pour retrouver les coupables. Ceci dit, à l'époque, les agresseurs étaient surtout des gens qui venaient d'ailleurs, qui étaient envoyés en mission pour commettre des attentats. Là, l'élément qui est nouveau et qui est très inquiétant, mais il est nouveau depuis quelques années, c'est que ce sont des gens qui vivent en France qui s'avancent vers le terrorisme, qui préparent des actes terroristes. L'équivalent de ce garçon arrêté, là.
Sydney. Oui, effectivement, enfin, qui a été abattu même, puisque lorsqu'il est sur le point d'être interpellé, il a braqué les policiers, a tiré sur eux, a vidé un chargeur. C'est un converti. Alors lui, c'est, à ma connaissance, ce que je vois dans la presse, c'est effectivement un converti. De la même façon que, toujours dans la presse du matin et toujours s'agissant du Mali, on voit que parmi les djihadistes qui sévissent au Mali, il y a un converti français qui, publiquement, s'en prend à la France et aux Français et les menace. La haine, quoi. Ce sont des sujets qui sont extrêmement préoccupants. Et ça, c'est nouveau, monsieur. Oui, il y a eu une évolution dans ce sens. On peut dire que, globalement, la menace venait de l'extérieur et qu'aujourd'hui, elle est nourrie en notre sein. Alors, avec des difficultés de prendre en compte ces phénomènes qui sont beaucoup plus grandes aujourd'hui qu'hier, parce que, par définition, des gens qui viennent de l'extérieur passent des frontières, sont plus repérables, ont des contacts, peut-être parlent moins bien le français, sont moins habitués à nos coutumes, alors que les Français, et c'est d'autant plus dangereux, souvenons-nous de l'affaire Mera, qu'ils sont seuls ou presque seuls. En l'occurrence, nous avions un réseau. C'est plus facile. Je pense que M. Caprioli vous le dira plus techniquement que moi, plus savamment que moi tout à l'heure, d'interpeller des gens qui sont en réseau plutôt que des gens qui sont solitaires ou presque. Bien sûr. Mais alors, est-ce que vous décernez un brevet de satisfecit à l'action de votre successeur, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur? Je décerne surtout un satisfecit à nos services de police et de renseignement, qui ont été fort critiqués par la gauche voici quelques mois, et qui sont toujours à l'œuvre. Alors, M. Valls et le président de la République disent leurs félicitations aux services de police et leur détermination. Ils ont raison de féliciter les services de police parce que ce sont de bons services. Et puis, ils ont raison de dire leur détermination. Mais vous me permettrez d'ajouter, c'est que c'est quand même la moindre des choses que le président de la République et le ministre de l'Intérieur soient déterminés à lutter contre le terrorisme. Mais vous ne trouvez pas qu'il il se débrouille bien, quoi, Valls, il est bon? Manuel Valls est effectivement quelqu'un qui dit des choses qui sont très fermes, très déterminées. Je demande à voir les résultats. Ben vous les voyez. Oui. Alors, l'arrestation. Oui, non, mais ça, c'est les services. Enfin, c'est pas le ministre de l'Intérieur. En revanche, pour ce qui est de la politique de sécurité, Monsieur Moiti, pour ce qui est de la politique de sécurité, la gauche n'a cessé de mentir sur les résultats de la droite en matière de sécurité, avec un aplomb invraisemblable, comme elle a menti sur plein d'autres sujets d'ailleurs, notamment en ce qui concerne les violences physiques aux personnes. Moi, je peux vous dire que les violences physiques aux personnes, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, ont diminué. Bon. En revanche, voyez les 3 derniers mois. Premier mois, 6% d'augmentation des violences physiques. Deuxième mois, 12%. Troisième mois, 8%. Bon, j'arrondis. Si vous trouvez que c'est un succès, je trouve qu'il y a un fossé entre les actes et les paroles. Les paroles martiales ne suffisent pas, il faut des résultats. Mais il est vrai que Manuel Valls a tout de suite dit que les chiffres, ça ne l'intéressait pas et qu'il allait faire... Il a dit ça comme ça. Si, il a dit ça comme ça. Il a dit la politique du chiffre, la vôtre, sous-entendu. Et des résultats. Alors les résultats, on ne doit plus les mesurer. On va changer l'appareil statistique et maintenant on va faire des études qualitatives. Alors je me demande bien ce que les études qualitatives vont donner, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats soient obtenus. Je constate que l'année dernière, il y a eu 680 000 actes de délinquance et de criminalité en France de moins que 9 ans plus tôt. Ça fait 680 000 victimes de moins. Ça, c'est un résultat. Donc, vous dites, moi j'ai bien bossé, Valls, moyen, j'attends. J'attends. La droite, Nicolas Sarkozy, Michel Alliot-Marie, Brice Hortefeux, Claude Guéant ont bien travaillé. C'est marrant parce que vous, je vous vois là, comme ça, j'ai l'impression de vous voir tout le temps d'ailleurs. Bon, mais enfin, que vous êtes toujours à l'écran d'une certaine façon, parce qu'on vous a tellement vu à un moment, etc. Et on vous a toujours, moi je me souviens très bien, traité de facho en gros. Facho, Guéant, quoi. Vous étiez comme une espèce de personnage presque emblématique. Comme ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je n'ai pas dit que moi je vous traite de facho. Non, mais c'est vrai que j'ai suffisamment souffert de cela, parce que... Vous avez souffert de ça. Oui, alors... parce que c'est complètement scandaleux que vous comprenez qu'en France, il y ait des vérités d'évidence qu'on ne puisse pas dire, qu'en France... Toutes les civilisations ne se valent pas, par exemple. Il y ait des gens... Ben, moi, il faut s'entendre sur les mots. Mais moi, je prétends que les droits de l'homme, c'est mieux que l'absence des droits de l'homme. Et je trouve que toute la France devrait se réunir autour de cette vision. Voilà. Et puis, pareil pour la laïcité, pareil pour plein d'autres choses. Et puis, quand vous voyez des gens qui ont le culot d'enlever des mots dans vos phrases pour faire une phrase différente de celle que vous avez prononcée, je dis que c'est scandaleux. Bon, d'accord. Donc, voilà. Si on applaudit Valls, ça vous énerve parce que vous dites lui, on ne traite pas de facho, lui, on ne traite pas de facho, moi, on m'a traité de facho. En gros. Écoutez, parce que c'est à peu près, au fond. On peut dire que Valls, c'est le nouveau Sarko, c'est le nouveau... Valls n'est certainement pas un facho.
je ne dirais pas ça. Mais vous avez souffert quand vous... dont je ne nie pas qu'il ait la volonté de bien faire de façon républicaine, comme je l'ai fait, comme mes prédécesseurs l'ont fait. Nous sommes tous des républicains. Mais c'est vrai que c'est choquant, Sergio Bonatti, de trouver aujourd'hui que l'expulsion des camps, le mot est utilisé, de Rome, c'est parfait, alors que quand c'était Nicolas Sarkozy ou ses successeurs qui le faisaient, c'était pas bien. Alors j'ai entendu l'autre jour M. Hollande à la télévision qui a trouvé la réponse à ça en disant « Oui, mais les évacuations se font aujourd'hui en respectant la dignité des personnes. » Je me demande ce qui a de changé. Hein. Il y a des décisions de justice qui sont exécutées, c'est la même police républicaine qui fait le travail, et puis voilà. Très vite, parce qu'on va se quitter, et là, je le regrette. Je le regrette aussi, moi. Vous reviendrez. Hein. Bah, si vous m'invitez. C'est vrai, c'est l'histoire de Marine Le Pen, à laquelle on avait songé pour être ministre de l'Intérieur pendant la campagne de Sarkozy, dans une réunion, comme ça. Vous y étiez à cette réunion? Ah non, ça vous me surprenez beaucoup. Ah bon, je vous surprends. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et vous êtes prêt à le dire, là, comme ça? Jamais je n'ai entendu parler de ça. D'accord. Et ben vous allez lire dans un bouquin qui sort là, bientôt, là, qui sort le 4 octobre. Non, bientôt. Qui sort bientôt. Mais je ne sais pas dans quel cercle ça peut être dit. Mais le 7 octobre. Ça n'est certainement pas. Non, 17 octobre. Dans un cercle. Vous n'étiez pas à cette réunion. Non, qui puisse être avalisé par qui que ce soit qui ça aurait été une bonne idée. Non, c'était une très mauvaise idée. Monsieur Claude Guéant, je vous remercie infiniment. Et promettez-moi solennellement de revenir ici. Je le jure. Merci, c'était Claude Guéant. Merci beaucoup. Merci, Serge Moetti. Au revoir. Et maintenant, j'accueille Olivier Bobineau, Amel Boubeker, Louis Caprioli et Abdelhak Edouk. Place au débat, place aux confrontations. Je vous en prie, prenez place. Bonjour mesdames, bonjour madame, pardon, bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Et tout de suite on va commencer, là parce que je viens d'avoir un entretien avec, comme vous avez vu, avec Claude Guéant. Donc monsieur Caprioli. Monsieur Moetti, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Manuel Valls a affirmé que plusieurs centaines d'individus étaient capables de s'organiser comme le groupe qui vient d'être démantelé, là, tout à fait récemment. Plusieurs centaines d'individus. Ça fait froid dans le dos quand on entend ça, etc. Samedi dernier, donc. Quelle est, selon vous, la véritable ampleur de cette menace? C'est vrai ou c'est surestimé, sous-estimé? Enfin, comment vous sentez, vous qui êtes un grand spécialiste de la lutte antiterroriste? Merci. Écoutez, je ne peux pas désavouer le ministre de l'Intérieur. L'actuel ou l'ancien? Les deux. Bon. les deux, parce que si vous voulez, je crois qu'aussi M. Guéant a estimé que la menace était importante. Hein. Le ministre Emmanuel Valls a évoqué des centaines. Je crois que le fondement de tout ça, c'est un travail d'analyse qui a été fait par les services. C'est vrai que sur les consultations des sites Internet, on voit apparaître des milliers et des milliers de gens, les surveillances donnent à penser qu'il y a quelques centaines d'individus qui seraient susceptibles de basculer. J'allais dire, ce qui leur manque, c'est un leader, c'est une sorte d'émir pour le passage à l'acte. Et puis après, parce que beaucoup se vantent, on va faire le djihad, on va faire ça, bon, et il ne passe pas et ça va pas plus loin. Et la réalité, c'est qu'on a après quelques dizaines d'individus qui passent. Alors, je dis une analyse à quoi? C'est une analyse qui repose sur les 20 dernières années. Depuis que le conflit, j'allais dire en Algérie, a commencé avec l'interruption du processus électoral, la France a été confrontée à ce phénomène d'islamisme, de terrorisme. Donc, si vous voulez, c'est sur cette base-là que je fais aussi cette analyse, d'avoir quelques dizaines. On reviendra vous voir et parler avec vous. Madame Boubeker, de quoi l'islamisme radical est-il le nom? Question comme ça. Hein. Pourquoi ces jeunes gens choisissent-ils, au fond, cet étendard? Hein, je vais citer Tarek Abrou, qui est l'imam de Bordeaux. Il dit l'islam n'est que le nouveau prétexte d'une violence dont l'origine est sociale. On nous a fait beaucoup le coup de la violence qui est à l'origine sociale, etc. Dont la cause est le social. Je vous en prie, vous. L'islamisme est le nom de plusieurs choses, à vrai dire. Et il faut, dans cette affaire, saisir l'opportunité de faire un petit peu une différenciation entre tout ce dont on parle, entre salafisme, islamisme radical, djihadisme. Alors, est-ce qu'il y a une radicalisation du discours? Oui, c'est manifeste. Il y a une radicalisation du discours qui est de plus en plus prégnante. Et de la pratique. Dans les milieux musulmans. Ensuite, dans la pratique, il y a une radicalisation religieuse. Qu'est-ce que c'est la radicalisation religieuse, pardon? Eh bien, c'est sous le prétexte d'une idéologie religieuse, et là c'est le salafisme, c'est l'exclusion
de soi-même de la communauté d'ensemble, mais l'exclusion aussi des autres musulmans. Mais celle-ci n'augure pas d'une radicalisation politique. Et puis on est dans une radicalisation politique qui peut mener au djihadisme et qui a partie alliée peut-être beaucoup plus avec la gun culture, la culture de la délinquance, la fascination pour les armes, la désignation des juifs comme l'ennemi parce que c'est eux qui sont considérés comme puissants, mais là qui n'a pas grand-chose à voir avec des débats théologiques sur ce que dit le Coran du djihad ou pas. Monsieur Abdellah Kaddouk, moi je n'ai rien à dire à ce que vous avez dit, mais en tout cas, ces jeunes ont-ils, selon vous, des comptes à régler avec la France? Trouvent-ils dans la religion une seconde chance, un moyen de construire un socle identitaire? Ont-ils de véritables revendications islamistes, par exemple, je ne sais pas, comme l'instauration de la charia, par exemple, je ne sais pas. Vous êtes aumônier, hein, aumônier musulman. À la maison d'arrêt de Fleury. À la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, oui. Racontez-moi, quand vous parlez avec eux, qu'est-ce que vous entendez? Écoutez, moi je vais apporter le regard de l'aumônier musulman, qui est là pour répondre à la demande exprimée par les détenus pour avoir des réponses à caractère spirituel ou cultuel. Ce qui fait que le regard de l'aumônier, il vient après écoute, après que le détenu arrive à exprimer ce qu'il a envie de voir. Ouais. Personnellement, je peux dire que dans beaucoup de situations, le détenu aimerait dire autre chose au départ, mais il va, on va dire, commencer par la question religieuse pour passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? Tout simplement pour exprimer un petit peu la difficulté dans laquelle il se trouve, dans l'enfermement, dans la rupture sociale. Il faut pas oublier. Ce sont des victimes pour vous? Non, je dirais pas ça. Parce que la maman de l'un d'entre eux, qui a dit ça récemment? La maman d'un petit jeune homme qui a été tué, vous vous souvenez, au moment Hein, c'est terrible. Ils disent que ce sont des victimes, ces enfants-là. Mais non, vous le ressentez? Disons que de toute façon, les détenus, les détenus, moi je suis dans une maison d'arrêt, c'est-à-dire ils sont pas encore, pour la plupart, ils ne sont pas encore jugés. Ce qui fait jamais ils vont dire que j'ai fait quelque chose, que je suis délinquant. Il va toujours, on m'a accusé, etc. Mais si vous voulez, le regard de l'aumônier, parce qu'il s'agit de la question religieuse dont il s'agit dans ce débat aujourd'hui. Moi, personnellement, je peux dire que pour la plupart, au-delà du fait du besoin d'un cheminement spirituel qui concerne l'ensemble des détenus dans les prisons en France, il y a... Vous n'êtes que 150 aumôniers. On n'est que 150 musulmans, aumôniers, entre 150 et 160, voilà. C'est rien, par rapport à combien de prisonniers musulmans? Ça, on ne peut pas savoir, mais d'après ce qu'on me dit, les chiffres sont... non, on peut facilement... Moi, ce n'est pas mes chiffres, mais ce sont les chiffres de M. Delarue, qui est qui s'occupe des libertés, etc., qui dit entre 30 et 50% selon... C'est ça, on a les mêmes chiffres. Donc selon les prisons. Enfin, c'est pas la même chose, 30 ou 50%, mais c'est énorme. Selon les prisons. Sur une population bien sûr. carcérale. Bien entendu. Donc... je ne peux pas dire que ce sont des victimes, mais je ne peux pas dire non plus que ce sont des radicaux, des terroristes. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qu'on a arrêtés, Bien sûr, mais on en arrête tellement à l'extérieur qui n'ont pas passé ni par l'islam, ni par la case prison, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis concerné en tant qu'aumônier parce qu'il s'agit d'individus qui sont passés par la prison, donc ça m'interpelle. Mais ceci dit, il faut quand même trouver la juste mesure pour évoquer s'accuser. Mais monsieur Bobineau, ces jeunes ne sont-ils pas le reflet, comme ça, des échecs des politiques d'intégration? Parce que ça serait ça, la suite logique. Ah, regardez, ils sont stigmatisés, ils sont ceci. Le côté victime, vous savez, le côté victimaire du truc. Si on les considérait comme des Français, comme les autres, ce qu'ils sont, les mêmes chances, les mêmes droits, les mêmes machins, etc., échec des politiques d'intégration, etc., à en croire une étude publiée par l'INSEE il y a 2 jours, les enfants d'immigrés en Ile-de-France se sentent aussi discriminés que leurs parents. Alors, Serge Moati, je crois qu'il faudrait faire un peu d'histoire, poser une toile de fond politique, une année en particulier, 1989. Oui, et après, pourquoi 89 ? Pourquoi? Parce qu'en 1989, il va y avoir la substitution d'un grand adversaire. De 1945 à 1989, le grand adversaire des sociétés libérales, individualistes, démocratiques, les communistes. Ouais. Sauf que la même année 89, que se passe-t-il? Chute du mur de Berlin. Ayatollah Khomeini, 10 ans après, fête sa révolution. Et la même année, en février, condamne Salman Rushdie par une fatwa. Il va occuper la scène, il va représenter le nouveau barbu, le barbu soviétique, le péril rouge. On lui substitue le barbu arabo-musulman.
musulman. Bien sûr. Le péril vert. Le grand méchant, le diable. Grand méchant. Et pour peu que, en 90-91, jusqu'en 2001, l'actualité politique, l'actualité géopolitique, va montrer quoi de ce musulman? C'est un barbu, mais par ailleurs, c'est un terroriste. Donc ça, c'est la toile de fond politique. Il faut bien voir qu'il y a une substitution de grand adversaire. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est là encore la fin des années 90 qui est déterminante. En faisant mes recherches pour un livre qui est sorti au mois de juin avec Stéphane Lation, Les musulmans, une menace pour la République, nous avons pu démontrer facilement... On le voit à l'écran. Nous avons pu montrer facilement qu'avant 89, les revendications alimentaires, inexistantes. Avant 89, les pratiques ou les violences ou les demandes, de prière ou de piscine inexistantes. Est-ce à dire que les aînés, c'est-à-dire la première génération qui est arrivée en France, étaient moins croyantes, moins pratiquantes? Bien sûr que non. Oui. C'est d'ailleurs l'époque où, si vous le permettez, ces croyants musulmans vont prier où? Dans les salles paroissiales, dans les chapelles catholiques. Donc, il se passe quelque chose à la fin des années 90. En quelques mots, peut-être qu'on pourra y revenir, c'est cette deuxième génération qui aujourd'hui connaît un taux de chômage 3 fois supérieur à celui de l'ensemble de la population. Et y compris avec une pointe en particulier pour les chômeurs descendants d'immigrés algériens et marocains et tunisiens. Bon. Oui, on a vu ça récemment dans un sondage qui est sorti il y a quelques jours, une étude de l'INSEE. À partir de données de mai 2010. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 80 ? Cette génération beurre-beurette est en pleine construction identitaire. Qu'est-ce qu'elle a comme moyen pour construire son identité? La sociologie américaine nous apprend qu'on a 3 groupes pour construire son identité. On a un groupe d'origine, c'est le bled. Que fait le bled? Rejette ces jeunes, parce qu'ils ne connaissent pas l'arabe, ils ne connaissent pas le Coran. On a un groupe de référence, le groupe de référence, c'est le groupe auquel on veut aspirer, c'est le groupe étalon, le groupe idéal, c'est les hauts revenus, c'est les grandes écoles, c'est la consommation. Est-ce qu'ils y ont accès en banlieue? En rêve. Frustration. Qu'est-ce qu'il leur reste? Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste le groupe d'appartenance. Et qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'appartenance? C'est un langage, une musique, un vêtement, une alimentation. Tout ce qu'on a vu après. Oui, mais c'est pas forcément, je vais faire péter une bombe, je vais... attention. Non, parce que vous y allez sec, là. Vous faites je comprends très bien l'histoire du diable de substitution. Mais de là à faire partie d'un réseau terroriste qui va faire sauter à force d'être stigmatisé comme hyper violent, dangereux, il y a 2 processus en sociologie. Là, pour parler métaphysique un peu bête. Non, je fais pas d'angélisme. J'ai comparé les taux de suicide de ces jeunes musulmans. À partir de 89-90, on voit une augmentation de ces taux de suicide. Soit ils vont retourner la violence contre eux, soit ils vont chercher des boucs émissaires et ils vont exprimer cette violence. L'ancien patron du terrorisme, de la lutte antiterroriste, qu'est-ce qu'il pense de ce discours? Écoutez, moi je ne me vais pas me placer sur ce plan-là parce que... Non, mais comme ça, et moi aussi, j'aimerais vous entendre. Mon approche, elle est un peu différente dans le sens où je pense que... J'en étais persuadé. Sur la réalité, si vous voulez, c'est que là, je pense que c'est vrai que la question... l'interruption du processus électoral en Algérie a été fondamentale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Front islamique du salut a projeté des experts en Europe, non seulement en France, mais sur l'ensemble de l'Europe. Et on a eu, pendant un moment, une ouverture pour le fils de mettre à... Il y a les islamistes algériens, rappelons-le. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que là, on a ce phénomène. Et brutalement, le fils... a basculé dans la violence avec l'armée islamique du salut, mais comme toujours, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, ce qui fait que le fils qui luttait uniquement contre l'armée algérienne et la police, tout ça, a été battu en brèche par le GIA. Et c'est le GIA qui est devenu le symbole. Mais nous, ici, là, en France, là, comment expliquer? Justement, je crois que... Attendez, mais c'est intéressant, mais allez-y, Madame Boubacar. Je crois qu'on aura une première réponse au problème du moment où on comprendra que ce sont des phénomènes franco-français et qu'on arrêtera d'essayer de lier les phénomènes de radicalisation que l'on a en France à ce qui se passe en Iran, en Algérie, etc., même de façon historique. Ça n'a pas de rapport aujourd'hui. Pourquoi? Il faut comprendre sur le terrain, dans les entretiens que j'ai faits avec des gens qui, plus tard, ont basculé dans le radicalisme, voire dans le djihadisme. En fait, c'est un processus de radicalisation d'abord individuel. Il faut bien comprendre qu'on se radicalise pour diverses raisons, et ensuite, on cherche son groupe d'appartenance. Et ensuite, on cherche un groupe qui peut contenir cette radicalisation. Et effectivement, alors l'islam djihadi, etc., qui est une idéologie assez, somme toute, accessible sur Internet, met en place des phénomènes de radicalisation qui ont un vernis islamique. Mais d'accord, mais je voudrais vraiment qu'on essayons d'entrer dans le cerveau, comme ça, un type impossible, mais essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur, comment il s'appelle, Sidney, hein? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête un jour pour arriver à faire ça?
Moi, c'est un mystère. Pour moi, c'est un vrai mystère. C'est un mystère pour tout type de terrorisme, à vrai dire. Donc, il n'y a pas une recette spécifique au terrorisme dit islamique. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet acte est commis par des Français en relation avec les conditions de leur environnement français. Alors, vous êtes dans la thèse victimaire aussi. Non, il n'y a pas de victime. Cette bipolarisation victime... C'est pas victime pour vous. C'est pas le problème de la victime. D'accord. C'est le problème de la continuité. On ne va pas faire du Girard, mais c'est le problème de la continuité. On a affaire à quoi? On a affaire à des délinquants. On a affaire à des gens qui, à un moment donné, trafic de stupes, etc. Qui se retournent. Déjà dans la criminalité. Et qui sont dans la criminalité, ou tués, comme il y a eu plusieurs crimes depuis une quinzaine d'années, quand on se réfère aux chiffres du ministère de l'Intérieur, dans certaines cités, dans certaines banlieues, en lien d'ailleurs avec les trafics de drogue. Là, ce qui est terroriste, c'est qu'à un moment donné, ils raccrochent un malaise, un mal-être, à des frustrations, à des violences, ils raccrochent une idéologie. Mais ils ne la connaissent pas. Ils n'ont jamais lu le Coran. C'est vrai, ça. Ils ne sont pas... Oui, c'est justement parce que... c'est bien, vous répondez bien. Je pense qu'au lieu de se focaliser sur ce qui se passe dans la tête de l'individu, ça c'est impossible de savoir, surtout qu'il est mort. Il faut revenir sur le parcours. Non, sur son frère. Mais bien entendu, mais il y a un parcours. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut faire un profil d'individus qui se retrouvent dans cette situation et faire un flashback sur leur parcours familial, leur parcours au sein de la société, quel est le rapport qu'ils avaient. C'est pas parce qu'il est passé par la prison, c'est pas parce qu'il a dit que je suis musulman. C'est pas l'école où on tous fait la prison. Oui, on a tellement dit que c'était l'école du fanatisme, quoi. Non, si vous voulez, on peut après dire tout ce qu'on a envie de dire, mais ce qui nous intéresse maintenant, comment éviter ça dans l'avenir. Bien sûr, qu'est-ce que j'en pense? C'est-à-dire, moi, je ne me focalise pas sur... Parce que moi, quand j'ai l'individu en face de moi, le problème ne se pose plus. Parce que je peux dialoguer, je peux communiquer. Ce qui fait que je laisse l'individu parler. Et à partir de là, on peut essayer de déconstruire un petit peu tout ce qu'il a dans son esprit, ce qui va le pousser peut-être un jour à faire quelque chose. Mais c'est quoi? C'est la haine qui pousse, M. Caprioli? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est la situation en France qui les fait basculer dans le terrorisme. Je suis convaincu que ceux que j'ai connus, j'en ai connu quelques-uns, puisque j'ai travaillé 21 ans à la lutte contre le terrorisme, sont des gens qui ont été fanatisés par l'extérieur. Si vous voulez, ils ont changé, ceci dit. Il y a de nouvelles générations. Je les ai toutes connues, aussi bien ceux qui ont frappé les Palestiniens, les Iraniens, les Algériens, les Marocains. Les premiers réseaux qui ont été démantelés, ce sont des ressortissants marocains qui sont allés faire des attentats en 94. Les premiers réseaux qu'on a démantelés en 94 sont des Tunisiens qui étaient trouvés à Perpignan. Et ensuite, les réseaux des années de 95, pourquoi? Parce que c'était lié au GIA. Le GIA algérien exportait sa révolution et a recruté des gens. C'est un terrorisme politique. Et vous avez raison. Là, on a affaire à un terrorisme sociologique. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens, qui ne voient pas la différence. Je vais vous dire, depuis quelques mois, avec un étudiant, nous avons fait un choix de nous immerger dans une cité difficile, très, très, très difficile. Je suis frappé de voir comment les frontières entre le trafic de stupes, la quotidienneté d'une vie où on est concentré, où on n'a pas d'intimité, où on n'a pas de vie, où on a échoué à l'école, où le chômage atteint 45%. Je suis frappé de voir quels sont les seuls moments où, au fond, on va pouvoir s'exprimer en paix. Ils sont rarissimes. Je ne parle même pas du langage, je ne parle même pas des jeux de séduction, la manière dont ces jeunes gens se traitent, parce qu'ils ont vécu dans certains milieux. Quand on regarde une demoiselle et qu'on dit « je veux ton trou », ça crée quand même une violence. Et ça, c'est pas... Je suis pas un apprenti sociologue, je l'ai observé plusieurs fois, donc je vais questionner ces jeunes gens. Donc il y a une telle violence, que la prière serait peut-être le seul moment de paix, comme ça. Oui, c'est ça. Ça retient cette de cité. Qui ne prient pas d'ailleurs. Comment? Vous avez des djihadistes qui ne prient pas d'ailleurs. Et donc s'il n'y a pas Allah, l'islam, qui, contrairement à ce qu'on dit des manuels scolaires pendant des années en France, ne veut pas dire soumission, mais d'abord la paix, s'il n'y a pas l'islam, et s'il n'y a pas l'argent au noir, mais c'est pas un terroriste qu'on va voir, c'est des centaines, si vous voulez. C'est l'argent et Allah qui tiennent encore certaines cités. C'est pas catastrophique, c'est une étude. Je suis beaucoup plus réservé, si vous voulez. Je crois que les gens qui basculent dans le terrorisme seront toujours minoritaires. Voilà. Ah, mais c'est clair. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas mais c'est pas leur situation. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement la situation sociologique, leur situation économique, financière, c'est qu'il y a bien une doctrine
Alors, elle est épouvantable, elle est mauvaise en tout ce qu'on veut, mais c'est parce qu'ils sont convaincus. Et quand on parle des djihadistes, il y avait des gens qui étaient des Français qui sont allés combattre en Bosnie et qui ont commis les attentats. Bien sûr. Voilà. Alors, sur cette question-là, effectivement, parce que je travaille aussi sur le monde arabe et j'ai aussi eu à observer des phénomènes djihadis dans le monde arabe, notamment au Maghreb, ce qu'on retrouve au cœur de ces revendications, tant dans le monde arabe qu'en France ou en Europe, c'est vraiment ce rapport exacerbé à la domination. C'est-à-dire que aller se battre contre les Américains ou alors traiter les Juifs de sionistes, avoir une obsession pour les Juifs, ça n'a pas maille à partir avec une religiosité juive en tant que telle. C'est parce que les Juifs ou les Américains sont considérés comme étant les plus puissants aujourd'hui, les maîtres du monde, ceux qui sont responsables de cette situation de domination. Et là, effectivement, on a ce trait commun qui est le rapport à la domination. Mais en même temps, il faut savoir de quoi on parle. Soit on parle précisément des gens qui basculent dans le djihadisme, ce qui est différent de l'islam radical, je l'ai exposé au début. Il y a une radicalisation religieuse, mais qui ne mène pas fatalement à la violence. Ou soit on parle effectivement de ce sentiment de frustration, de cette islamophobie aussi galopante qui existe en France, et ce sentiment de frustration de l'ensemble de la communauté musulmane, mais qui ne donne pas les mêmes conséquences. Alors, non, mais ce qui est gênant, si vous permettez, ce qui est gênant dans cette histoire, vous vous rappelez, en Norvège, il y a un an et demi à peu près maintenant, il y a un illuminé au nom de la chrétienté. Il a tué 70 personnes, il a laissé des manuels, 1000 pages apparemment, des traités pour interpréter son geste, c'est basé sur la religion. Mais personne n'a cru à son histoire. Tout le monde a dit c'est un terroriste, mais ça ne peut pas être la chrétienté, ça ne peut pas être la religion. Celui qui a tué un ex-ministre, un ex-premier ministre israélien, c'est un religieux aussi, Rabin, un religieux, mais personne, à la fin on dit c'est un faux, ça ne peut pas être. Le judaïsme, on l'a dit. Attendez, mais quand même, à la fin de l'histoire, c'est quoi? Aujourd'hui, n'importe quel musulman ou quelqu'un qui dit que je fais ça au nom de la religion musulmane, on va commencer à parler de la religion et de parcours spirituel. Et ça, c'est faux. Il faut dire, c'est impossible. Soit, vous savez, lorsqu'on tombe dans cette théorie, lorsqu'on accorde, si vous voulez, ce luxe à ces individus, on va pas seulement leur donner de la valeur, mais on va autoriser à d'autres personnes toujours d'exercer une certaine violence plus ou moins grave au nom de Dieu et de la religion. Alors que nous, il faut qu'on reste mûrs, adultes, responsables, et dire non monsieur, vous êtes violent, vous êtes un terroriste, point à la ligne. Merci beaucoup. Il y a une chose qui m'intrigue, de technique policière, enfin, chaque fois qu'on est on voit des gens qui ont l'air toujours très informés, comme ça, ils savent qu'il y a des caches d'armes en banlieue, ils savent tout ça, ils connaissent par cœur. C'est rien par rapport à ce qu'on va découvrir, tout ça, vraiment, enfin, ça c'est les discussions de bistrot un peu améliorées. Hein. Et alors, si c'est si ancien, si connu, etc., que n'a-t-on agi avant? Là, je ne comprends rien. Par exemple, Mera, c'est l'exemple même. On dit, on le connaissait, on l'avait repéré depuis longtemps, ça, on a attendu, etc. Là, le super flic que vous êtes devrait me répondre là-dessus, parce que là, je ne comprends rien. Si on connaît, il faut gauler, il faut arrêter avant qu'il fasse des conneries et tue des enfants dans les écoles, par exemple. Si vous voulez, le cas Mera, c'est le cas typique de l'échec. Bah oui. Bon, mais, si vous voulez... Pas le dernier cas. Contrairement au cas là de Valls dans Torcy. Il avait jeté une grenade quand même. Si elle avait fait 4 morts, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, d'accord, mais il ne l'a pas fait. Bon. Non, mais voilà. D'accord. Voilà, je vous retourne à la question. C'est toute la difficulté des services. La difficulté des services, c'est quoi? C'est de recueillir de l'information. De recueillir de l'information auprès de qui? Pas de vous, ni d'autres. Si, peut-être de l'aumônier. Oui, l'aumônier, je plaisante. Non, c'est de recueillir de l'information au sein des cellules terroristes. Donc, c'est les pénétrer. Un Mera, lorsqu'il est arrivé, quel était l'objectif? De voir s'il constituait une cellule. Parce que le schéma traditionnel... Alors on attend. Non, on voit ce qu'il fait. Bien sûr. C'est ça. Oui. Mais si vous voulez, moi, je peux vous dire que toutes les années, entre le 3 décembre 1996 et le 11 mars 2012, il n'y a pas un attentat sur le territoire français. Non pas parce que les terroristes ont décidé de ne pas nous frapper, mais tout simplement parce qu'on les a arrêtés. Avant moi et après moi. Et pourquoi? Mais parce qu'on a infiltré des sources, parce qu'on a laissé partir des gens dans les zones au Pakistan, en Afghanistan, et quand ils sont revenus, ils ont donné des informations. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu nous monter en bateau. Alors, on s'en est bien sorti. Je ne connais pas l'affaire Mera, s'il a été recruté ou pas. Mais moi, si vous voulez, on ne peut pas jeter l'opprobre comme ça. C'était très... Non, ce que je veux dire, c'est très difficile de lutter contre le terrorisme. D'accord, mais est-ce que c'est la démocratie qui a un problème par rapport au terrorisme, à force de respecter, ce qui est bien, très bien, puisque nous sommes tous démocrates autour de cette table, évidemment, le système, les procédures trop lentes, etc.
C'est pas. C'est dans le thème. Vous êtes en train. Pardon. Oui, pardon, allez-y, mademoiselle. Vous êtes en train de poser la question des solutions apportées au phénomène de radicalisation, ce qui est une chose, et des solutions apportées au phénomène du terrorisme, ce qui est autre chose. Alors, sur les solutions apportées aux radicalisations, on a longtemps pensé, et c'est ce que vous disiez en filigrane, que la solution religieuse était la meilleure. Il suffisait de convaincre ces pauvres djihadistes éclairés ou radicaux déséclairés que l'islam n'était une religion de paix, etc. Il se trouve que ce sont déjà des gens qui s'excluent, d'une part, de la communauté musulmane et qui se moquent totalement des débats théologiques. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant sur la radicalisation du discours. Aujourd'hui, en France, on a des difficultés à laisser émerger une parole musulmane, démocratique et oppositionnelle. Dès que les citoyens musulmans tentent, alors effectivement, il est de leur devoir de respecter les lois de la République dans lesquelles ils se trouvent, évidemment, mais il est aussi de leur droit de s'exprimer sur les actions de leur gouvernement avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, dès que les musulmans décident de ne pas être d'accord avec ce qui est proposé, eh bien, on lève... Donnez un exemple concret. Oui, concrètement, par exemple, les manifestations qui ont été interdites au Trocadéro, où finalement, une vieille dame qui se trouvait porter un foulard se voit embarquée parce qu'on a pensé que cette manifestation allait drainer des radicaux, parce qu'il s'agissait de musulmans. Certainement, des radicaux pouvaient être présents, mais il y avait aussi des musulmans qui voulaient simplement exercer leur droit à la libre expression et leur droit d'opposition aux politiques de leur gouvernement de façon démocratique et transparente. Si on empêche cette opposition démocratique et transparente d'émerger, on tombe effectivement dans des phénomènes de radicalisation non transparents et c'est malsain. Comme on approche on se reverra si vous voulez bien les uns les autres, hein. On approche d'une fin là. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de M. Prasquier, le président du CRIF, vous savez, qui a comparé l'islamisme au nazisme? Il fallait le combattre avec le même... Enfin, je ne le cite pas exactement, mais enfin, ils ont un ennemi commun, dit-il, les Juifs, en gros. Ça a été repris un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Excessif? Il a parlé de l'islam radical. Oui, il parlait d'islam. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit? Islamisme. Ah non, l'islamisme radical. Non, il a dit islamisme. Hein. Il voulait dire radical, évidemment. Mais il voulait peut-être dire terrorisme. Mais vous savez, c'est une association terrible. Hein. Mais c'est le problème. Quand je me souviens, quand on commençait des émissions comme ça, moi j'ai commencé une petite quinzaine d'années, quoi. Même immigration, on me traitait de facho quand je parlais d'immigration. Après, c'est devenu islam, facho, islamisme, islamique, facho, islamiste, facho, machin. Enfin, c'est compliqué. Donc, il faut que ça devienne un objet de débat public de toute façon. Il faut qu'on en parle librement. Même à la façon de coper Il faut en tout cas que la France soit en solidarité avec les musulmans victimes d'islamophobie. Les musulmans démontrent qu'ils sont totalement opposés dans leur grande majorité au terrorisme. Ça, c'est quelque chose de clair. Et à l'antisémitisme, c'est quelque chose de clair aussi. Ça n'a pas de rapport avec la population musulmane dans son ensemble. C'était vrai. Mais c'est vrai. On n'arrête pas de dire ça. Alors comment on fait pour porter le glaive un peu là-dessus? Enfin, je veux dire... Alors d'abord, il faut quand même rappeler le nazisme. Le nazisme, alors reprenons ce qu'elle dit. Le nazisme, enfin tous les philosophes politiques, toute la science politique est d'accord là-dessus, c'est une organisation structurée d'extermination d'un peuple. Ce qui n'est pas le cas, là. Ce qui est précisément en aucun cas le cas, puisqu'on a affaire à des stratégies individuelles, à une non-organisation, et en aucun cas à une structuration volontaire, idéologique, programmée d'extermination d'une population. Bon, donc, on s'en prend aux Juifs, en tout cas. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est pas la première fois. Ouais. C'est pas la première fois. Depuis combien de temps on s'en prend aux Juifs? C'est un bouc émissaire, oui. Mais de là à faire cette comparaison avec le nazisme... L'islamisme radical, le nazisme, non. Non, ça tient pas la route intellectuellement. Ça ne tient pas la route actuellement. Bon, mais ça va, j'en veux pas plus. Ça va. Mais, juste un mot, parce qu'on par rapport, parce qu'il faut quand même qu'on propose des solutions. Bah oui. Quoi faire? Bien entendu, au sein de la prison, bien sûr, la présence de l'aumônier, elle est très importante. Pas nécessairement pour stopper les agissements des radicaux, parce qu'il y a une minorité très marginalisée, mais elle est agissante. Donc, mais c'est pour sauvegarder un petit peu les autres détenus qui veulent tout simplement cheminer dans une forme de spiritualité. Mais ça ne va pas suffire. Il faut... Le problème de la plupart de ces jeunes, ce sont des jeunes récidivistes, mais qui sont dans une rupture sociale, et notamment, ils n'ont plus aucun lien avec leur famille. Et c'est ça, si vous voulez... Il faut renouer les liens avec la famille. Et puis aussi, il faut une présence importante des surveillants, parce qu'ils jouent un rôle très important. Et je rajoute tout simplement qu'il faut qu'ils bénéficient d'une formation par rapport à l'islam, pour que justement ils comprennent ce que c'est que vraiment l'islam. Voilà, absolument. Monsieur, vous êtes plus policier, vous faites quoi? Non, c'est fini. Vous faites autre chose? Oui. Mais ça vous intéresse toujours? Je protège les sociétés qui sont à l'international dans des... Bon. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et vous trouvez que Valls se débrouille bien?
Pardon ? Valls se débrouille bien ? Oui, bon. Puisque si vous voulez, il était efficace. Il défend bien le truc. D'accord, merci beaucoup. Hop, je crois qu'il faut rendre le terrorisme, j'ai moi-même fait la confusion, ringard, tout simplement. D'accord, voilà. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci à nos partenaires, Europe 1 et Dailymotion. D'ici là, citoyennes, citoyens, de la blogosphère, de la twittosphère ou d'ailleurs, parlez, débattez, intervenez, tiens, au hasard, sur Europe 1, notre partenaire. Et moi, tweetez-moi toute la semaine, mais sans méchanceté, s'il vous plaît, avec le hashtag #moiti-tweet. Et vive le débat. Pour ma part, je vous ai tout dit, et je répète, salut et fraternité.